Il n'est pas exagéré de dire que le char a défini la guerre sur Terre entre 1939 et 1945. Lorsque la guerre s'est terminée et que tous les camps ont commencé à se désarmer, ils se sont retrouvés avec littéralement des dizaines de milliers de chars, désormais en surplus dans leurs armureries. Beaucoup de ces machines de guerre se sont inévitablement retrouvées à l'extrémité commerciale d'un chalumeau de ferrailleurs, alors qu'elles étaient démantelées, fondues et renaissaient en tant que bibelots de temps de paix. Mais de même, un grand nombre de ces machines éprouvées, modernes et largement disponibles étaient désormais convoitées par d'autres armées à travers le monde comme un moyen de moderniser rapidement et relativement à moindre coût leurs propres unités de chars. En conséquence, pour beaucoup de ces chars, le combat était loin d'être terminé. C'est l'histoire de comment deux des chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale sont retournés dans la mêlée avec de vieux et nouveaux propriétaires, encore et encore, bien après qu'ils auraient dû être relégués au livre d'histoire. Il s'agissait du M4 Sherman américain et du T-34 de l'Union soviétique, et voici leur incroyable histoire. Bienvenue dans les guerres du monde. Contrairement au glamour des avions de chasse ou au spectacle des puissants navires de guerre, les chars ont souvent été mis de côté dans l'admiration du grand public. Recouverts de saleté, d'huile, de poudre à canon et souvent de sang, les chars présentent un rappel sobre de la dure réalité de la guerre que beaucoup préféreraient oublier ou ignorer. Pourtant, le M4 Sherman et le T-34 ont réussi à briser cette barrière et sont devenus des symboles de la lutte contre la tyrannie nazie. Les reportages sur les fronts où ces chars se battaient racontaient les exploits audacieux de leurs équipages et, associés à leur apparence distinctive et au fait que ces chars étaient construits en très grand nombre, ils sont rapidement devenus très familiers au public. Cependant, les films d'actualité montrant ces chars entrant en action dissimulaient souvent leurs lacunes face aux meilleurs chars allemands, tels que le Panther et le Tiger. Même le T-34, avec son célèbre blindage incliné, était désavantagé face aux canons de 88 mm du Tiger. Heureusement, aucun des chars allemands n'a été construit en nombre suffisant pour menacer les dizaines de milliers de Shermans et de T-34. En fait, c'est la capacité des Alliés à produire en masse ces deux types de chars et à les adapter aux nouvelles menaces qui a fait leur succès. Durant la brève période de lune de miel entre l'Est et l'Ouest juste après la guerre, il y a eu beaucoup de discussions entre les différents équipages de chars américains, britanniques et soviétiques, sur lequel était le meilleur char, le Sherman ou le T-34. Les soviétiques ont en fait utilisé quelques-uns des premiers modèles du Sherman au début de la guerre et ont généralement été impressionnés par lui, mais le T-34 correspondait mieux aux besoins et aux doctrines de l'Union soviétique. Les deux chars étaient assez bien protégés de tous, sauf des canons allemands les plus lourds dans le quart avant. Mais généralement, le Sherman était considéré comme étant plus faible sur les côtés, avec sa coque plate par rapport au T-34, qui avait une armure inclinée tout autour. Cependant, il est généralement admis que les méthodes de fabrication américaines signifiaient que l'armure du Sherman était au moins plus fiable, alors qu'il n'était pas rare que des imperfections apparaissent dans un T-34, ce qui causait souvent un problème horrible appelé écaillage. Les obus allemands qui ne parvenaient pas à pénétrer l'armure du T-34 faisaient plutôt éclater le métal sur le côté intérieur de la coque, répandant des éclats à l'intérieur du char, tuant ou mutilant l'équipage. Les deux domaines où les Shermans excellaient vraiment cependant étaient sa plus grande fiabilité et la conception plus conviviale pour l'équipage de sa tourelle. Il y avait aussi beaucoup plus de Shermans équipés de radios que de T-34 donnant aux commandants des niveaux de coordination plus élevés. À l'époque, c'était un débat intéressant sur qui avait le meilleur des deux chars et resterait à jamais purement académique. Mais alors que les années 1940 laissaient place aux années 1950, ce débat est passé de la théorie
à une réalité mortelle. Dans l'immédiat après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, les empires du Vieux Monde luttaient pour soit garder leurs possessions, soit effectuer un retrait ordonné qui ne les voyait pas passer au monde communiste. Les Sherman Brutes britanniques ont été utilisés en Indonésie moins d'un an après la fin de la guerre contre les insurgés. Mais c'est en Inde, au Pakistan et en Chine que le Sherman a été le plus utilisé dans l'immédiat après-guerre. Avec la défaite du Japon, la Chine est retournée à sa guerre civile entre les nationalistes et les communistes. Les États-Unis ont tenté d'aider les nationalistes en leur fournissant des armes, y compris des chars Sherman, mais en vain. Et les nationalistes ont été contraints de se replier sur l'île de Taïwan. De nombreux Sherman ont été capturés par les communistes et utilisés pendant une courte période jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des chars fournis par les soviétiques, comme le T-34-85 que les Chinois copieraient plus tard. Presque immédiatement après avoir obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne, l'Inde et le Pakistan sont entrés en guerre. Et dans ce cas, les deux parties étaient équipées de Sherman ex-britanniques et américains de divers modèles. Beaucoup de Sherman pakistanais sont restés en service assez longtemps pour voir l'action lors de la guerre indo-pakistanaise de 1965, où ils ont affronté des armures indiennes plus modernes, ainsi que d'autres Sherman et des chars Centurion Britannicus plus puissantes. Ils ont de nouveau vu l'action en Inde en 1971, mais montrant alors leur âge par rapport aux nouveaux véhicules, alors c'est usage de deux côtés. Divisé entre le nord et le sud après la Seconde Guerre mondiale, le long du 38e parallèle à la Corée du Nord communiste a envahi le sud le 28 juin 1950 avec le soutien matériel de Joseph Staline, qui, les formes, est équipé de versions du T-34 armées d'un canon de 4,25 mm. Les forces américaines et alliées ont rapidement envoyé des troupes, des chars, des avions et des navires de guerre dans la péninsule coréenne pour les contrer. Et c'est là qu'ils ont pu constater de première main l'efficacité du T-34. Les troupes américaines équipées de l'ancien et fidèle bazooka ont découvert que le T-34 était presque impénétrable aux obus de bazooka, à quelques exceptions près. Il n'était pas rare que le T-34 encaisse jusqu'à 20 obus de bazooka et continue de se battre. En réaction, les Américains ont déployé autant de leurs propres chars qu'ils ont pu rassembler. Le Sherman, dans sa forme M4 Atrios 8, simplement connu sous le nom de 8 par ses équipages, était toujours le char principal américain dans les premières manches et s'est avéré être une riposte efficace au T-34. Malgré leurs avantages et inconvénients respectifs en matière de conception, il a été constaté que les deux types étaient également mortels, l'un pour l'autre, mais une formation supérieure. Et l'adoption de munitions perforantes à haute vélocité ont fait pencher le combat en faveur des Américains. Cependant, ils n'ont jamais sous-estimé le T-34 et l'ont toujours traité avec respect, même lorsque des chars américains plus puissants ont rejoint les combats, comme le M-26 Pershing et le M-46 Patton. Avec l'ajout d'un soutien aérien intense, les États-Unis et leurs alliés ont pu renverser la situation face au T-34, mais combattre d'autres chars n'est qu'une partie de la mission d'un char. Plus souvent qu'autrement, les Sherman se retrouvaient à devoir repousser des vagues d'infanterie nord-coréennes et plus tard chinoises qui pouvaient se faufiler jusqu'aux chars américains et les submerger en plaçant des explosifs sur des zones vulnérables. Il n'était pas rare que tant de soldats nord-coréens grimpent sur un char que les chars alliés devaient se mitrailler mutuellement ou simplement continuer à faire tourner les tourelles pour les repousser. En Corée, le Sherman a une fois de plus rendu un service exemplaire à l'armée américaine, mais le temps rattrapait ce vénérable guerrier. L'Union soviétique déployait désormais des chars T-54 et T-55 plus avancés, et donc en 1957 les Sherman ont cessé leur service, mais ils avaient laissé une impression indélébile sur l'armée américaine et le peuple américain. Avec de plus en plus de Sherman retirés du service actif, cela signifiait qu'il y avait plus de véhicules à vendre pour les armées amies. Et il y avait beaucoup d'acheteurs. Mais ce ne serait pas la dernière fois que ces deux chars se battraient de côté opposé.
Peut-être l'un des utilisateurs les plus intéressants du Sherman dans le monde d'après-guerre était la gendarmerie française, l'une des deux forces de police nationale en France, qui, bien qu'étant une branche des forces armées françaises, relève de la juridiction du ministère de l'Intérieur. La France a commencé à retirer progressivement ses Sherman du service actif de l'armée dans la seconde moitié des années 1950, période à laquelle le programme français de fabrication et de conception de chars indigènes était bien avancé. Cependant, cette période de l'histoire était tumultueuse et la France était constamment engagée dans des guerres pour maintenir son empire en décomposition en Asie et en Afrique. Les Français ont subi une défaite humiliante aux mains du Viet Minh en Indochine, l'actuel Vietnam, et ont ensuite été immédiatement plongés dans une bataille pour conserver l'Algérie. Les Sherman ont connu des degrés de service variés dans les deux conflits, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par de nouveaux modèles français. Cependant, en 1961, l'envie du public de continuer le combat pour la colonie africaine s'essoufflait. Et en découvrant que leur gouvernement entrait dans des négociations secrètes qui conduiraient à l'indépendance de l'Algérie, plusieurs officiers supérieurs de l'armée qui se sentaient trahis ont organisé un coup d'État pour s'emparer de points stratégiques en Algérie. Ils ont également demandé le soutien de leurs camarades en France, ce qui a semblé faire vaciller le pays au bord de la guerre civile. Les Sherman de la gendarmerie ont donc été déployés dans les rues par précaution, prenant des positions défensives autour des bâtiments clés en France, comme le bâtiment de l'Assemblée nationale française. Mais au final, une diffusion faite par le leader de guerre Charles de Gaulle, appelant les troupes à rejeter les ordres du coup d'État, a conduit à l'effondrement total du coup d'État après seulement 5 jours. Bien que les Sherman n'aient heureusement pas eu à tirer d'armes, leur seule utilisation a démontré la gravité de la situation. Ils se tenaient le jour où la France aurait pu tomber. Dès l'instant où l'État juif d'Israël est né en 1948, il a été un foyer de destruction et de conflits. Désespérés d'obtenir toutes les armes qu'ils pouvaient trouver, les Israéliens ont saisi des chars de n'importe quelle source qu'ils pouvaient trouver, même s'ils étaient désespérément obsolètes. Cela incluait des chars français d'avant-guerre, tels que les Hotchkiss 39 et les Renault 35, ainsi que quelques chars britanniques restants, tels que le Cromwell et un Sherman M4A2 qui manquait initialement de son canon principal. Reconnaissant l'efficacité de ce char, les Israéliens ont commencé à fouiller les casses d'Europe pour en trouver davantage et ont acquis 30 M4 dans des casses italiennes que les Israéliens ont remis en état de combat avant de les envoyer combattre leurs nouveaux voisins arabes. D'autres Shermans ont été ajoutés à l'inventaire dans les années 1950 et ceux-ci ont été utilisés lors de la malheureuse guerre de Suez en 1956 contre l'Égypte, qui avait commencé à recevoir de grandes quantités d'aide soviétique, y compris des T-34-85 fabriqués en Tchécoslovaquie. Ceux-ci ont en fait servi aux côtés des propres Shermans des Égyptiens, qu'ils avaient améliorés avec des tourelles du char léger français AMX-13. La Syrie voisine a également reçu des T-34 qui ont souvent affronté les Israéliens le long de leurs frontières au début des années 1960. Pressentant une autre grande guerre à venir, les Israéliens savaient qu'ils devaient améliorer leurs forces de chars pour les maintenir pertinentes face aux types soviétiques plus avancés. Israël avait déjà été un grand client pour l'équipement militaire français et ils se sont donc tournés vers Paris pour obtenir de l'aide afin d'améliorer leur Sherman en y installant des canons plus puissants. Connu sous le nom de Sherman 50, ce nouveau char a dû avoir des poids attachés à l'arrière de la tourelle pour contrebalancer le poids sacré du canon. Des améliorations ont également été apportées à la suspension et ils ont ensuite été à nouveau améliorés avec un nouveau moteur diesel V8 Cummins de 460 chevaux pour les conversions ultérieures. En 1967, le conflit qui couvait depuis plus d'une décennie a finalement éclaté sous la forme de la guerre des 6 jours. Les Super Sherman, armés de canons de 105 mm, se sont avérés plus que capables de détruire les T-34, T-54 et T-55 arabes, bien que les Sherman soient tout aussi vulnérables aux canons des chars ennemis. Au final, comme cela avait été prouvé tant de fois auparavant et depuis, ce sont les tactiques supérieures des Israéliens qui ont été le facteur décisif.
L'Égypte seule a perdu environ 250 et un T-34 lors de la guerre. Fait intéressant, l'armée syrienne a utilisé ces T-34 aux côtés d'un certain nombre de chars ex-allemands contre lesquels les T-34 étaient célèbres pour avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces vieux ennemis étaient maintenant du même côté. En 1973, les Sherman israéliens se retiraient lentement lorsque les armées arabes ont lancé une offensive brutale visant à écraser l'État une fois pour toutes. La guerre du Yom Kippour est probablement le moment où Israël a été le plus proche de la défaite, et l'utilisation de Shermans de l'époque de la Seconde Guerre mondiale en première ligne semblait démontrer à quel point leur situation était désespérée. Les Shermans étaient maintenant terriblement vulnérables grâce à l'utilisation généralisée du missile AT-3 Saga par les armées arabes. Mais une fois de plus, des tactiques supérieures et l'aide américaine ont sauvé Israël. Après la guerre, environ 100 des Sherman israéliens ont été réarmés avec des canons de soutien moyens à hypervitesse de 60 mm importés d'Italie et vendus au Chili, qui les utilisait encore à la fin du siècle. Ce ne fut cependant pas la dernière fois que le Sherman verrait l'action au Moyen-Orient, car l'Iran les utiliserait dans leur guerre contre l'Irak dans les années 1980. Les Sherman ont beaucoup souffert face aux Irakiens mieux équipés qui en ont capturé plusieurs exemplaires, qui ont ensuite été découverts par les troupes américaines lors de l'opération Iraqi Freedom en 2003. Cuba a acheté 7 chars Sherman aux États-Unis pour servir dans la lutte contre les guérilleros communistes dirigés par Fidel Castro, ces derniers ayant vu l'action contre les forces de Castro lors de la bataille de Santa Clara, où au moins un a été capturé par les rebelles, après la défaite des forces gouvernementales. Par la suite, Cuba a commencé à recevoir des T-34 de l'Union soviétique. Et ceux-ci ont de nouveau vu l'action contre les Shermans, cette fois sur une plage cubaine, lorsque les forces soutenues par les Américains opposés au régime communiste de Fidel Castro à La Havane ont débarqué le 17 avril 1961. Surnommée l'invasion de la baie des Cochons, les unités pro-américaines étaient équipées de Dick Shermans et lors de leur brève sortie de la tête de pont, on leur attribue la destruction d'un T-34 de l'armée cubaine. Commandant personnellement la contre-attaque cubaine, on rapporte que Fidel Castro lui-même a conduit la première colonne de T-34 qui a affronté les Shermans, en détruisant 2 et forçant les envahisseurs à retourner sur les plages. Un autre Sherman a été détruit par le pilote nicaraguayen Ernesto Guerrero, pilotant un Hawker Sea Fury pour l'armée de l'air cubaine. En seulement 24 heures, la désastreuse invasion était terminée car les envahisseurs se sont rendus. Ailleurs en Amérique du Sud, le Nicaragua a acquis 4 Sherman ex-US pour combattre le Front de libération nationale sandiniste, qui s'opposait à la dictature au pouvoir du gouvernement. Les Sherman ont été utilisés dans de violents combats de maison en maison entre 1978 et 1979 avant la chute du gouvernement. Le nord du Vietnam a reçu d'énormes quantités d'aide de la Chine et de l'Union soviétique pendant la guerre du Vietnam, mais ce n'est que lorsque les Américains ont commencé à se retirer qu'ils ont commencé à déployer leurs unités blindées en véritable force. Celles-ci comprenaient des chars de type 58 construits par les Chinois, qui étaient une copie du T-30 4x25. Ils ont joué un rôle limité dans la poussée vers le sud, car des chars chinois et soviétiques plus capables ont pris la tête, puisque les Sud-Vietnamiens étaient toujours équipés de chars américains plus puissants. Ils verraient à nouveau l'action en défense d'un Vietnam désormais unifié, dans un long, brutal et sanglant conflit frontalier avec le Cambodge, commençant en 1978, puis à nouveau contre l'ancien allié du Vietnam, la Chine, en 1979. Un autre opérateur moins évident de ces chars, cette fois le T-34, était la Garde nationale chypriote. Située dans la mer Méditerranée orientale stratégiquement importante, l'île de Chypre est divisée le long des lignes ethniques depuis des générations entre les Grecs et les Turcs. Tout au long des années 1960, le gouvernement chypriote a été engagé dans une série de batailles acharnées avec la milice chypriote turque.
forçant le gouvernement à émettre une exigence pour des véhicules de combat blindés, qui a été satisfaite par la livraison de 35 chars T-34 armés de canons de 85 mm. Ces chars ont soutenu un coup d'État chypriote grec contre le gouvernement parrainé par la Grèce elle-même en défense du peuple turc sur Chypre. La Turquie a lancé une invasion surprise du nord de l'île le 20 juillet. Bien que largement surpassés par les forces turques, équipées de chars américains plus récents, les T-34 chypriotes grecs ont livré des batailles acharnées contre les forces d'invasion turques, détruisant 2 positions défensives Crozet et 2 véhicules blindés de transport de troupes M-Centraise sur la plage avant d'être repoussés. Malgré leurs meilleurs efforts, les T-34 chypriotes grecs ne pouvaient guère résister aux forces turques, qui possédaient une puissance aérienne écrasante et des armes anti-chars plus récentes. Au moins 12 T-34 ont été signalés détruits ou abandonnés lors des combats, qui ont duré jusqu'au 18 août 1974, après quoi la zone turque du nord de l'île est restée indépendante du sud. En 1975, l'Angola est devenue indépendante du Portugal et s'est immédiatement retrouvée en jeu d'une lutte de pouvoir entre des factions internes rivales soutenues par des pays de la région et au-delà qui avaient leurs propres intérêts dans l'avenir du pays. Parmi ces nations étrangères, l'une des plus en vue était Cuba, qui soutenait les marxistes au sein de la faction connue sous le nom de FAPLA. Les Cubains ont déployé leur propre T-34-85 et ont également facilité la livraison de T-34 aux marxistes qui les ont utilisés dans leur lutte de pouvoir. En juillet 1975, un peloton de T-34 cubains a soutenu les troupes de la FAPLA lorsqu'elles ont repris la capitale, Luanda. Les T-34 ont été essentiels à une victoire écrasante pour la FAPLA. Combattre une infanterie mal dirigée était une chose, mais la véritable menace venait de l'Afrique du Sud voisine, qui déployait sa puissante force de chars Centurion, fabriqués en Grande-Bretagne et dirigés par des commandants expérimentés. Le 7 octobre 1975, les T-34 cubains ont affronté pour la première fois une force sud-africaine, mais le combat était sans conclusion. Pendant ce temps, les T-34 cubains et FAPLA, ainsi que les T-55 plus récents, continuaient de combattre les factions adverses. Mais alors que les forces sud-africaines continuèrent de s'impliquer dans les combats, les pertes de T-34 cubains et FAPLA s'accumulèrent, tandis que l'Afrique du Sud capturait 8 exemplaires en 1981 complets avec des munitions et des pièces de rechange. Un très petit nombre a également trouvé son chemin entre les mains d'autres factions, mais leur utilisation a été limitée car ils ont manqué de pièces de rechange et de munitions. Alors que le conflit se prolongeait tout au long des années 1980, les T-34 étaient progressivement retirés des lignes de front, remplacés par les plus récents T-55, et étaient plutôt relégués à la défense des aérodromes et des bases ou à l'exécution d'un rôle de formation. La guerre, finie en 1988, a repris en 1990, et bien que l'on ait vu des T-34 quitter leur base, il n'est pas clair s'ils ont été utilisés au combat avant d'être complètement retirés du service. La Yougoslavie occupait une position quelque peu unique pendant la guerre froide. Pays communiste, le leader yougoslave, le maréchal Tito, a rejeté l'autorité soviétique, préférant garder son pays indépendant. En conséquence, les forces de Tito ont reçu une aide américaine à la fin des années 1950 qui comprenait un certain nombre de Shermans en surplus, qui complétait un grand nombre de chars soviétiques tels que le T-34 en 1990 avec l'effondrement du communisme partout en Europe. La Yougoslavie commençait à se fracturer le long des lignes ethniques, déclenchant une série de guerres brutales et sanglantes pour l'indépendance qui a duré une décennie. L'État yougoslave de Serbie a conservé une grande partie des forces de chars de l'armée yougoslave, et cela comprenait à la fois des Shermans et des T-34. Il n'est pas clair quel rôle, le cas échéant, les Shermans de base ont joué dans les conflits, mais les T-34 ont certainement été utilisés par les forces bosniaques, croates et serbes, qui se sont précipités pour se procurer tous les véhicules blindés qu'ils pouvaient trouver.
Étant une guerre civile, beaucoup des combattants étaient armés de peu plus qu'un fusil, et donc le T-34 de plus de 40 ans était toujours utile pour dégager les villes et villages des groupes de milices, ainsi que pour aider au soi-disant nettoyage ethnique. Au moins un T-34 serbe a été photographié après avoir été détruit lors du siège de Vrkova en 1991, et de nombreux autres exemples ont été photographiés, détruits ou abandonnés tout au long des années 90, souvent avec des marquages, paints grossièrement représentant leurs factions respectives, indiquant qu'ils ont été largement utilisés tout au long du conflit. Peut-être encore plus rudimentaires que ces marquages étaient les efforts pour améliorer la protection du T-34, en particulier avec les forces bosniaques et croates qui devaient affronter les Serbes, souvent mieux équipés. Les T-34 étaient vus couverts de tout, des sacs de sable aux panneaux de caoutchouc, en passant par les débris métalliques, tout ce qui pourrait réduire même légèrement l'efficacité des armes telles que les grenades propulsées par roquettes. L'un des incidents les plus notables impliquant un T-34 a eu lieu le 3 mai 1995 lorsqu'un T-34 serbe a attaqué un poste de l'ONU tenu par des troupes du 20 et un régiment du génie royal de l'armée britannique. 6 soldats britanniques ont été blessés, dont l'un a subi des blessures qui ont changé sa vie lors de l'incident. Lorsque l'OTAN a commencé sa campagne aérienne contre les forces serbes, beaucoup de leurs T-34 ont servi de leur dernière mission en tant que leurre pour que la puissance aérienne de l'OTAN les détruise, épargnant ainsi les chars plus capables encore en service. On croit généralement que les T-34 survivants ont été retirés de l'usage par les nouveaux pays qui constituaient autrefois la Yougoslavie d'ici 2002. À une époque de drones et de bombes intelligentes, il semble inconcevable que, alors que le Sherman s'est retiré, le T-34 reste en combat. Mais c'est en fait vrai. Des T-34 étaient encore utilisés par diverses factions en Afghanistan avant l'invasion menée par les États-Unis en 2001. Ces derniers avaient été livrés pour être utilisés comme véhicules de sécurité intérieure durant les jours du gouvernement pro-soviétique dans les années 70, mais ont invariablement fini entre les mains de seigneurs de guerre et de chefs tribaux. Il est peu probable qu'il en survive aujourd'hui. Techniquement, les types 58 vietnamiens restent en service dans une certaine mesure, mais sont basés sur les îles Spratly contestées, où ils ont été enterrés et utilisés comme postes de défense statique. Il a également été affirmé qu'au moins un T-34 a été remis en service par des combattants pro-russes en Ukraine en 2014 après avoir été descendu du piédestal où il était exposé, bien que les informations sur son utilisation réelle soient peu claires. La plupart des gens pensent que c'était un geste symbolique de la part des rebelles plutôt qu'une tentative sérieuse de se battre avec le gouvernement ukrainien. Cependant, c'était en 2018, en pleine guerre civile yéménite, que le T-34 a de nouveau répondu à l'appel aux armes. Les forces yéménites utilisant le T-34-85 sont compréhensiblement méfiantes de l'explosion du canon de 70 ans lorsqu'il est tiré et donc de tuer l'équipage, à tel point qu'elles ont recours à l'installation d'une corde à tirer qui peut leur permettre de tirer le canon de l'extérieur de la tourelle. Ainsi, le char est devenu connu sous le nom de T-34 à corde à tirer. Il est incroyable d'imaginer que le T-34 est toujours en combat, étant donné que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée soviétique considérait tout T-34 qui avait survécu à plus de 1000 km de conduite comme presque âgé. C'est un témoignage de l'ingénierie solide et de la propension insatiable de l'homme pour la guerre. Et voilà l'histoire des grands chars de la Seconde Guerre mondiale, un héritage bien plus long que quiconque n'aurait jamais cru. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.